Ah, les hiéroglyphes égyptiens. On imagine tout de suite des images magnifiques, des symboles un peu magiques gravés dans la pierre. Mais c'était bien plus que de simples dessins. C'était, en quelque sorte, le système nerveux de toute une civilisation. Le code qui a permis de bâtir des pyramides, de gouverner un empire immense et de communiquer avec les dieux pendant plus de 3000 ans. Alors, on va voir ensemble comment tout ça fonctionnait vraiment. Prenez cette statue par exemple. Elle est magnifique. C'est la déesse Sekhmet Wadjet. Et regardez bien, chaque centimètre de la pierre est recouvert de signes gravés avec une précision folle. C'est impressionnant, c'est certain. Mais qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que toutes ces images veulent nous dire? Et donc, voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que tout ça, c'est juste de la décoration, une façon de rendre les temples et les tombes plus jolis? Ou est-ce que derrière chaque oiseau, chaque sceptre, chaque petit trait, se cache un véritable langage, aussi complexe et structuré que le nôtre? La réponse, elle est juste géniale. Et elle nous vient bien sûr de celui qui a percé le secret, Jean-François Champollion. Il a compris que ce n'était pas l'un ou l'autre, mais tout ça à la fois. Un système incroyablement malin où une image peut être une idée, un symbole et un son. C'est ça, tout le génie des hiéroglyphes. Bon, alors concrètement, comment ça marche? On va essayer de démonter la mécanique. Oubliez l'idée d'un simple alphabet. C'est bien plus ingénieux. Tout repose en fait sur 3 types de signes qui collaborent. Voilà, le truc essentiel à retenir, c'est ça. Il y a 3 sortes de briques de base qui s'emboîtent pour construire les mots et les phrases. On les appelle les logogrammes, les phonogrammes et les déterminatifs. On commence par le plus facile à piger, les logogrammes. Là, c'est simple. Un dessin égale un mot. On dessine une étoile, eh bien ça veut dire étoile. C'est la partie la plus directe, la plus visuelle du système. Deuxième brique, les phonogrammes. Et là, attention, ça devient fascinant. L'image ne représente plus l'objet, mais un son. Par exemple, le dessin d'une bouche ne veut plus dire « bouche », mais juste le son « ré ». C'est un peu le principe du rébus en fait. Et c'est grâce à ça qu'on peut écrire des mots compliqués, des noms de personnes ou des idées abstraites. Et enfin, la troisième clé, la touche finale, les déterminatifs. Alors eux, ils sont super importants. On ne les prononce pas, ils sont muets. Leur boulot, c'est de servir de panneaux indicateurs à la fin des mots pour éviter toute confusion. Un petit signe d'homme assis précise que le mot concerne un homme. Un rouleau de papyrus indique que c'est une idée abstraite. C'est un vrai GPS pour la lecture. Et quand on met tout ça ensemble, eh bien, ça donne des résultats incroyablement riches. On voit très bien comment les signes pour les sons permettent d'écrire un nom, comme celui de Ramsès, et comment d'autres symboles viennent ajouter des idées, comme aimer du dieu Ré. C'est cette collaboration entre les 3 types de signes qui rend cette écriture si puissante et précise. Mais là, attention, il ne faut pas imaginer que les Égyptiens passaient leur temps à graver ces magnifiques dessins ultra détaillés. Un peu comme nous, qui n'écrivons pas nos listes de courses en lettres gothiques, ils avaient plusieurs styles d'écriture adaptés à différents besoins. D'un côté, on a donc les hiéroglyphes monumentaux. C'est les versions de luxe, celles qu'on grave dans la pierre pour l'éternité. Et de l'autre, on a leur version simplifiée et rapide, l'hiératique, puis le démotique. Ça, c'est l'écriture du quotidien, celle qu'on griffonne vite sur un papyrus pour les comptes, les lettres, les contrats. C'est le même système, la même langue, mais en version efficace pour tous les jours. Alors une question importante se pose. Qui savait lire et écrire tout ça? La réponse est assez simple. Quasiment personne. La maîtrise de l'écriture était le privilège d'une toute petite élite, un groupe qui détenait un pouvoir immense grâce à ce savoir, les scribes. Devenir scribe, c'était l'ascenseur social ultime, la promesse d'échapper aux travaux des champs pour accéder au pouvoir. Mais la route était longue, très longue. On parle d'une formation de plus de 10 ans qui commençait dès l'enfance. Et on n'y apprenait pas juste à dessiner des signes, non, on y étudiait les maths, la gestion, la littérature, pour devenir les véritables cerveaux de l'État égyptien. C'est eux qui faisaient tourner le pays. Cette petite maquette, retrouvée dans une tombe, nous montre parfaitement leur rôle. On voit un scribe sur le toit d'un grenier qui note méticuleusement chaque sac de grains qui rentre. Ça peut paraître banal, mais c'est le cœur du système. Sans cet enregistrement, pas de collecte d'impôts, pas de gestion des récoltes, pas de salaire pour les ouvriers des pyramides. L'écriture n'était pas un luxe, c'était le moteur de toute l'économie. Mais pour un Égyptien de l'Antiquité, l'écriture n'était pas qu'un outil de gestion. Elle avait une dimension bien plus profonde, presque magique. Pour eux, les signes n'étaient pas de simples symboles, ils étaient vivants. Medunetcher, ça veut dire les paroles des dieux. Et rien que ça change tout. L'écriture vient du dieu Thoth lui-même. Ça signifie qu'écrire le nom d'une chose ou dessiner son image, ce n'est pas juste la représenter. Non, c'est lui donner vie. C'est la faire exister pour de vrai et pour l'éternité. Et cette croyance a des conséquences complètement folles. Imaginez qu'on écrive un texte magique dans un tombeau. Si on dessine le hiéroglyphe d'un serpent, on a peur que ce dessin prenne vie et attaque le mort. La solution, on neutralise le signe. Le scribe va le dessiner, mais en le coupant en deux.
ou avec un couteau planté dans la tête. Comme ça, le signe garde sa valeur de son, mais sa menace magique est désactivée. C'est incroyable, non? Et ce pouvoir de donner la vie, c'est aussi un pouvoir de donner la mort. C'était une arme politique redoutable. Si écrire le nom de quelqu'un le fait exister pour l'éternité, alors l'effacer, c'est l'anéantir, l'effacer de l'histoire, et même de l'au-delà. C'est ce qui est arrivé au pharaon Akhénaton. Après sa mort, ses successeurs ont fait marteler son nom sur tous les monuments pour le condamner à n'avoir jamais existé. Pendant 3000 ans, cette écriture a été le cœur de l'Égypte. Et puis, le silence. Comment un savoir aussi fondamental a-t-il pu disparaître comme ça? Et surtout, comment a-t-on fait pour le retrouver? Eh bien, tout a basculé avec la religion. Quand l'Égypte est devenue chrétienne, l'ancienne religion polythéiste a été abandonnée. Et les hiéroglyphes, les paroles des dieux, étaient trop liés à ces anciens dieux. On a alors adopté une nouvelle écriture, le copte, les temples ont fermé, les derniers prêtres qui savaient encore lire les hiéroglyphes sont morts, et avec eux, leur secret s'est éteint. Les dates, ici, donnent le vertige. Près de 1500 ans de silence. Pendant un millénaire et demi, les murs de l'Égypte parlaient une langue que plus personne au monde ne pouvait comprendre, jusqu'à la découverte de la fameuse pierre de Rosette en 1799. Avec le même texte en 3 écritures différentes. C'était la clé. La clé qui a permis à Champollion, en 1822, de redonner sa voix à toute une civilisation. Grâce à ce déchiffrement, on a ouvert une fenêtre inestimable sur le passé. On peut lire leur histoire, leurs poèmes, leurs prières. Mais finalement, chaque texte qu'on traduit soulève de nouvelles questions. Nous rappelons que même si l'Égypte antique nous parle à nouveau, elle garde encore une immense part de ses mystères.